Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, je fais un petit live improvisé aujourd'hui parce que voilà, j'avais envie de vous partager quelques des exercices à faire en pré et en post-phrénectomie parce que ma louloute qui a maintenant 1 mois a eu sa phrénectomie hier et donc évidemment depuis hier, je pense encore plus à tout ce que je dois faire pour que la cicatrisation de la phrénectomie se fasse bien. Et donc, du coup, j'avais envie de vous partager un petit peu tout ce que je mets en place chez moi à la maison et voilà, tout ce qui est important. Alors, avant de vous expliquer les différents exercices à faire, je vais d'abord vous expliquer l'importance de faire ces exercices. Alors, pour ça, j'ai pris ma bouche, voilà, avec moi. Alors, donc, quand un bébé, que ce soit un bébé, un enfant, un adulte, peu importe, a un frein de langue, donc c'est une membrane qui maintient la langue sur le plancher de la bouche, d'accord? Et donc, quand on va l'enlever, eh bien, on veut vraiment, le bébé, l'enfant va se retrouver avec un diamant blanc et c'est là où il y avait le frein que le dentiste ou le RL ou le pédiatre a enlevé. Ok, donc voilà, on voit plus bien mon diamant ici vers le bas, mais si voilà, on le voit encore un petit peu. Donc voilà, donc le bébé se retrouve vraiment avec un diamant blanc comme ceci, ok. Et on veut à tout prix que ce diamant cicatrise et reste diamant. Le diamant doit rester plus haut que plus large. Ok. Et en fait, il faut savoir que les muqueuses de la bouche ont tendance quand même à cicatriser très vite et on a tendance à cicatriser en se refermant. Et donc, le but des exercices que je vais vous expliquer, du maintien de la tête, etc., que je vais vous conseiller par rapport à votre bébé, eh bien, ça va vraiment être de maintenir la langue la plus haute possible, vraiment bien écartée du plancher de la bouche pour que ce diamant puisse cicatriser sans se refermer. Ok, que ce diamant puisse également être que la cicatrice soit bien souple également. Ok, parce que là, ça va être important pour la mobilité de la langue. Si on a une cicatrice qui est très fibreuse, très dure, ben, ça va également impliquer des difficultés à la mobilisation de la langue. Alors, d'autant plus que la langue, dans la physiologie normale, normalement, toutes les langues devraient, quand on est au repos, que ce soit pour les enfants, les adultes, les bébés, quand on est au repos, en fait, la langue, elle est censée pouvoir se mettre, elle n'est pas censée, elle doit rester au-dessus et en fait, comme si elle devait se reposer sur le palais. Ok. Et donc, évidemment, quand on a un problème de restriction buccale, souvent la langue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste vers le bas. Okay. Or, on veut que cette langue reste absolument au-dessus pour plein de raisons dont je ne vais pas revenir ici parce que c'est pas le but du Facebook Live. Ok, de celui-ci en tout cas. Et donc, c'est vrai que le fait de travailler avant la phrénectomie, la mobilité de la langue et déjà l'élévation postérieure de la langue et de toute la langue, ça va permettre en post-phrénectomie déjà d'avoir une meilleure cicatrisation parce que si après la phrénectomie, le bébé a la langue qui reste encore sur le bas du plancher de la bouche parce qu'on n'a pas fait un travail de rééducation avant l'intervention, eh bien, automatiquement, vous comprenez tout de suite que le risque de réattachement est beaucoup plus important. Que si l'enfant, après sa phrénectomie, comme on a déjà beaucoup travaillé avec des exercices, eh bien, il gardera déjà sa langue au-dessus et donc, au moins, la cicatrisation sera ici aérée, ça va respirer. C'est comme quand on se blesse et qu'on met un sparadrap. Souvent, on dit, mais non, il faut enlever le sparadrap pour que la plaie respire et pour que la plaie puisse bien cicatriser. C'est exactement pareil. Si la langue reste dans le bas de la bouche, en fait, c'est comme si on mettait un sparadrap sur la plaie qui va avoir plus de mal à cicatriser, tandis que si on a déjà fait un travail en amont et que la langue va se mettre ici sur le palais, eh bien la plaie va respirer. Et voilà, on a enlevé le sparadrap, ça respire et ça cicatrise beaucoup mieux. Ok, c'est exactement la même chose. Alors, une autre chose aussi, c'est que pendant ces exercices, alors parfois il y en a qui recommandent d'aller masser la plaie. Mais c'est pareil, c'est comme si vous vous écorchiez la main ou que vous aviez une blessure. C'est comme si je vous disais d'aller masser la blessure tous les jours. Évidemment, la croûte va s'enlever, va se refaire, va s'enlever, et à la fin, vous allez avoir une grosse cicatrice. Donc c'est pareil, si on va masser ici la cicatrice, chaque fois on va aller enlever la cicatrisation elle-même, ok? Donc, on ne va pas toucher la plaie ici. On ne va pas toucher. Par contre, on va aller toucher d'autres parties pour que cette langue reste bien au-dessus et pour enlever les tensions sur le plancher de la bouche, qui va permettre à la langue de s'élever, ok? Mais la plaie, on ne va pas la toucher. La cicatrisation de la phrénectomie, on ne va pas la toucher parce que c'est vraiment comme si vous aviez une croûte et qu'on allait gratter la croûte tous les jours. Mais la croûte, elle ne saura jamais se refaire. La cicatrisation, ça va pas bien cicatriser, ça va pas être beau.
Ok, donc ça va être exactement la même chose pour la cicatrisation de ce diamant. Mais si on ne fait rien et que le diamant cicatrise avec la langue vers le bas, ben ça ne va pas non plus. La cicatrisation va se refaire là où il y avait le frein avant et donc on est retour à la case départ avec un frein probablement encore plus restrictif vu que voilà, on a une cicatrice qui est probablement encore plus dure que le frein avant. Ok, donc d'où l'importance de faire ces exercices avant pour vraiment travailler cette élévation postérieure de la langue pour permettre une belle cicatrisation. Et évidemment, de bien les continuer après. Ok, la phrénectomie n'est pas quelque chose de magique. La langue, c'est un muscle qui se rééduque. C'est même pas un muscle, c'est un ensemble de muscles, donc c'est bien plus complexe que ça. Et donc, du coup, voilà, d'où l'importance de faire vraiment le suivi avant et après. En plus de ça, ça va être très important de faire tous ces exercices également avant la phrénectomie. Pourquoi? Parce que si pour la première fois, je vais aller mettre mon doigt dans la bouche de bébé après la phrénectomie, ben, il va juste pas du tout accepter le doigt qu'on va mettre dans sa bouche. Tandis que le fait d'avoir déjà travaillé dans la bouche du bébé, de lui avoir expliqué, de lui avoir prévenu, de l'avoir fait sous forme de jeu, de gousi-gousi, de gazou-gazou, eh bien, tous les exercices que je vais vous montrer dans quelques instants seront beaucoup plus faciles à faire après la phrénectomie parce que bébé et également papa et maman aussi auront déjà l'habitude de faire ces exercices et bébé, lui, il va prendre ça comme un jeu. Donc, un enfant, un bébé chez qui on n'arrive pas à faire des exercices en post-phrénectomie, c'est un bébé qui n'a pas été suffisamment préparé ou suffisamment longtemps. On devrait pouvoir postposer la phrénectomie tant que l'enfant, tant que le bébé ne supporte pas avoir des doigts dans la bouche, n'arrive pas à faire les exercices correctement. Eh bien, il faudrait pouvoir postposer la phrénectomie jusqu'à ce que le bébé accepte et fasse tous ces exercices sous forme de jeu. À ce moment-là, on pourra dire, OK, le bébé est prêt, on peut faire la phrénectomie. Mais tant que ce n'est pas le cas, pas de phrénectomie. Parce que sinon, après ça, on ne saura pas continuer les exercices après. Et donc, nous avons une langue qui va rester sur le plancher de la bouche et donc, du coup, une cicatrisation qui ne va pas bien se faire. Donc, voilà différentes raisons. Alors, il y en a encore d'autres. Voilà, sur lequel je reviens beaucoup plus longtemps lors de certaines formations que je donne. Mais voilà déjà quelques pistes du pourquoi c'est important de bien préparer les bébés avant de faire la phrénectomie. Donc, c'est vraiment pour faire une désensibilisation de la bouche qui est très, très importante pour vraiment accepter les exercices parce qu'on ne fait pas les exercices chez un bébé qui pleure ou qui hurle. Tous les bébés chez qui on fait une phrénectomie on doit pouvoir faire les exercices chez eux sans avoir zéro larme. On ne peut pas avoir une larme. S'il y a une larme, c'est que l'enfant n'est pas prêt, c'est qu'on va trop vite. Ok, quand moi j'ai commencé à faire les exercices, par exemple avec donc ma fille qui maintenant a 1 mois, j'ai d'abord simplement commencé à, je vais prendre ma poupée pour vous montrer. J'ai pas mis mes doigts dans sa bouche tout de suite. Je l'ai d'abord prise et j'ai d'abord fait des massages au niveau de son visage pour lui dire et coucou. Voilà. Et j'ai d'abord regardé comment est-ce qu'elle supportait les massages que je lui faisais. Je lui faisais voilà juste des petites doudous comme ça. Et en plus de ça, ça faisait des étirements, donc ça faisait 2 en 1. Pour vraiment lui dire, ben voilà, on va travailler. Et tout en lui faisant des gazou-gazou, enfin voilà, sous forme de jeu, quoi, c'est un jeu. Et puis quand j'ai vu qu'elle acceptait bien que je lui touchais le visage, j'ai commencé à lui toucher les lèvres pour voir un petit peu quelle était sa réaction. Parce qu'il y a des bébés qui ne supportent même pas qu'on touche leurs lèvres. Donc si on va faire la phrénectomie chez ces bébés-là beaucoup trop rapidement, ben, en fait, ils ne supporteront même pas qu'on leur touche le visage après la phrénectomie parce qu'il n'y a pas eu cette désensibilisation importante qui a été faite avant. Et donc ensuite de ça, voilà, donc j'ai commencé à lui toucher les lèvres et j'ai attendu sa réaction pour savoir si elle acceptait ou pas. Et tant que le bébé accepte, je me suis dit, OK, elle acceptait. Donc, chaque fois était un peu plus lent. J'ai rentré mon doigt. Je vais vous montrer ici. Voilà, je rentrais mon doigt dans sa bouche et simplement je voyais un petit peu quelle était sa réaction et je jouais, je latéralisais sa langue à gauche, à droite et simplement je voyais comment elle réagissait et quand je voyais que j'allais un petit peu trop vite ou trop loin, etc., hop, je retirais mon doigt parce que je veux que ça reste une expérience positive. Je veux qu'on reste avec le bébé sur une expérience positive. Ça, c'est très, très important. Et dès que le bébé montre des signes que c'est trop pour lui, OK, on arrête, on attend et on continue ce que le bébé accepte, les doudous sur le visage, sur les lèvres, etc., etc. Et donc, évidemment, plus on voit que l'enfant, que le bébé accepte les choses, eh bien, on peut aller de plus en plus loin. Et puis alors, tout doucement, on peut également aller toucher le palais, voir comment est-ce qu'il accepte cette désensibilisation du palais. Et ensuite de ça, on peut également aller voir comment est-ce que le bébé supporte qu'on aille toucher en dessous de sa langue. Là, donc je parle toujours ici en pré-phrénectomie, d'accord? Donc là, il y a le frein qui est toujours là.
Mais voilà, je vais toucher le frein et je vais voir comment le bébé réagit. Mais voilà, de nouveau, chaque fois que l'enfant m'indique, que le bébé m'indique que je vais trop loin, j'arrête. Je vais pas plus loin, je veux qu'on reste sur une expérience positive. OK? Et je vais y aller comme ça petit à petit pendant plusieurs jours, pendant parfois plusieurs semaines chez les bébés. Il y a des bébés qui sont hypersensibles, qui ont une hypersensorialité de la cavité buccale et parfois même des lèvres et parfois même du visage. Et donc, chez ces bébés-là, on va prendre d'autant plus de temps pour désensibiliser, pour y aller petit à petit et pour que le bébé donc puisse se familiariser avec ce genre d'exercice super important. Sinon, on va à un échec de la frénectomie, certes, pour sûr. Alors, donc voilà, ça ce sont voilà, des premiers exercices au niveau de la bouche. Alors, quels sont les exercices concrets que je vais faire? Donc, je parle toujours de avant et puis donc il faudra bien les continuer également après. Donc, en fait, le but c'est qu'après la frénectomie, vous puissiez en fait aller masser le plancher de la bouche. Donc, je vous ai dit, on ne touche pas le diamant, mais par contre, on veut vraiment aller masser tout ce plancher de la bouche ici et vraiment faire comme ça des espèces de vagues comme ceci, pour vraiment aller enlever toutes les tensions au niveau de la bouche et pour que vraiment cette langue puisse s'élever et que le diamant puisse cicatriser comme un vrai diamant et qu'il ne soit pas rétréci. OK? Et donc vraiment l'idée, c'est qu'à un moment donné, on puisse arriver à... Alors je vais essayer, je vais voir si... En tout cas, voilà. Enfin, bon, voilà. Normalement, voilà. Donc, le bébé, vous vous mettez en face du bébé et qu'on puisse faire vraiment en dessous de sa langue ces vagues sans que le bébé pleure. Parce que l'idée, c'est que le bébé ne pleure pas, ne pleure jamais. OK? Donc, voilà. C'est comme si j'avais le visage de mon bébé ici en face de moi. Il est sur mes genoux et je vais aller lui faire des vagues comme ceci, toutes gentilles, sans le faire pleurer. OK? Donc, ça, c'est un des buts. C'est d'arriver là après la frénectomie. Alors, autre chose aussi qui est fortement recommandée, par exemple, c'est d'aller faire le crochet, voilà, de part et d'autre du diamant, pour vraiment aller relâcher toutes les tensions qu'il y a dans le fond de la bouche. Parce que s'il reste des tensions ici au niveau de la cavité buccale, la langue, elle va jamais savoir s'élever. Donc, ça va vraiment être très important d'aller masser toutes ces tensions avant, mais de continuer également après, pour que vraiment, voilà, le diamant puisse bien cicatriser comme un diamant. Mais de nouveau, ces massages ici, si vous les avez jamais fait avant la frénectomie, bébé va pas les accepter comme ça. Ok, donc d'où l'importance de la préparation, d'où l'importance de la répétition et d'où l'importance de toujours rester sur sur quelque chose de positif. Donc vraiment de s'arrêter à temps, de pas faire pleurer le bébé, de vraiment dès qu'on voit que ça embête le bébé, on arrête et on revient à quelque chose que bébé acceptait. Et puis alors d'une fois à l'autre, d'une session à l'autre, on essaie chaque fois d'aller un petit peu plus loin. Donc voilà déjà un petit peu, donc ça fait déjà 2 types d'exercices que vous pouvez faire, que vous devez faire avant et après la frénectomie, donc surtout avant pour préparer l'enfant et puis alors après pour vraiment que le diamant ici puisse cicatriser comme un vrai diamant et ne se réattache pas. D'accord? Donc c'est vraiment l'exercice des vagues comme ceci. Et alors l'exercice du crochet. Voilà, de part et d'autre, de là où il y a eu la frénectomie. Alors, un troisième exercice qui est très important, qui travaille toujours l'élévation de la langue et qui travaille toujours les tensions au niveau de la mâchoire, c'est un exercice qui va pouvoir se faire quand bébé dort. Alors, cet exercice-là, c'est les 2 exercices que je viens de vous montrer. Vous pouvez le faire également quand bébé dort sans le réveiller. Ça fonctionne très bien. OK? Ou bien vous pouvez le faire au moment où vous changez le pampers de votre bébé. Voilà. Nous, par exemple, avec Lucie, nous, notre rituel, c'est je change son pampers et après le pampers, je lui fais ses exercices. Quand son pampers est changé, hop, voilà, je lui fais ses petits exercices et elle sait, c'est dans le rituel, voilà, et ça se passe très bien comme ça. Donc, mettez un rituel, comme ça, le bébé sait. Et avant de commencer quoi que ce soit comme exercice, je la préviens et je lui fais ses massages. Voilà, et je fais vraiment comme ceci. Et tout de suite, elle comprend. Elle sait très bien et limite, maintenant, enfin, comme ça fait un petit temps maintenant que je l'ai fait, maintenant, quand je commence à faire ça, limite, elle m'ouvre déjà la bouche, l'air de dire, bon, ok, je sais où tu vas aller, quoi. Ok? Donc voilà, à force de le faire gentiment, sans faire pleurer le bébé, ça fonctionne super bien. Et vraiment, l'idée, c'est de pas traumatiser les bébés parce que si on va trop vite, trop loin, on augmente l'hypersensorialité, on augmente les troubles d'hypersensorialité du bébé et donc finalement, on fait pire que bien. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller très doucement et qu'il faut parfois prendre le temps de faire la frénectomie plus tard, voire même de reporter une frénectomie si on voit que le bébé n'est pas suffisamment prêt.
Alors, donc un autre exercice que vous pouvez faire quand le bébé est en train de dormir, eh bien, donc en fait, le bébé, quand il dort, il va dormir donc la bouche fermée. Et ce que vous pouvez faire, c'est des petits massages ici. Donc, je me mets de profil, c'est vraiment derrière le menton. Et en faisant des petits massages ici, en fait, vous allez aller muscler la partie postérieure de la langue et donc, du coup, vous allez favoriser l'élévation postérieure de la langue quand bébé dort. Donc, je vous ai dit que quand bébé dort, quand on a tous la bouche fermée, même si j'arrête de parler et que je ferme ma bouche, ma langue doit absolument se mettre sur mon plancher de la bouche. Et donc, faire ce petit exercice quand bébé dort ou quand bébé dort pas, peu importe, hein, ça va vraiment favoriser cette élévation postérieure de la langue qui va aller toucher le palais. OK? Alors, un autre exercice également qui va permettre d'étirer le diamant sans aller devoir masser dans la bouche de bébé. Alors, tous ces exercices, ils sont tous à faire. Il n'y en a pas un qu'il faut privilégier par rapport à l'autre. C'est pas parce qu'on fait l'exercice que je vais vous montrer maintenant quand bébé dort qu'il ne faut plus faire les autres. Non, il faut tous les faire. C'est super important. Donc, ça voilà, c'était pour une petite remarque très très importante. Donc en fait, quand bébé dort, il a la bouche fermée. Et ce que vous allez pouvoir simplement faire, super gentiment, c'est faire ceci. Et en fait, vous allez donc vraiment lui pousser sur le menton pour lui ouvrir la bouche. Et vous allez voir que si votre bébé a une bonne élévation postérieure de la langue, il doit pouvoir garder sa langue au-dessus, sur le palais. OK? Pour dire qu'un bébé est prêt, pour faire une frénectomie, il doit pouvoir garder sa langue sur le palais, bouche ouverte, bouche grande ouverte. Donc, il faut vraiment étirer plus de 5 secondes au moins. OK? Si bébé lâche au bout d'1 ou 2 secondes, il faut continuer à faire l'exercice. Masser et faire l'exercice. OK? Pour vraiment, c'est qu'il faut travailler l'élévation postérieure de la langue. Et tant que bébé n'est pas capable de faire ça un minimum, si on fait la frénectomie, la langue, elle va rester sur le plancher de la bouche et donc ça va se refermer. Le risque de réattachement est clairement plus grand. Donc voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour le troisième exercice que je recommande. Alors, ensuite de ça, il y a évidemment plein d'autres exercices de ce qu'on appelle de bodywork. Donc plein d'autres exercices qui vont vraiment travailler le tonus musculaire de bébé, parce qu'en fait la langue, il faut savoir qu'elle est vraiment, donc c'est un ensemble de muscles qui est vraiment rattaché à toute la chaîne musculaire antéro et postéro-médiane. Donc en fait c'est un petit peu comme si la langue était rattachée à votre petit orteil. La langue, elle est rattachée à vos hanches, elle est rattachée à voilà, toute cette chaîne antéro-postérieure médiane. OK? Donc du coup, il va falloir travailler toute cette chaîne musculaire aussi. Un petit exemple, si vous maintenez votre tête comme ceci, vraiment tout le temps penchée vers l'avant, vous pouvez sentir que votre langue, elle est clairement, elle va avoir du mal à s'élever. Elle va vraiment rester sur ce plancher de la bouche. OK? Donc, si vous avez un bébé qui dort dans son maxi-cosy comme ça toute la journée, après une frénectomie, évidemment, la langue, elle reste sur le plancher de la bouche et donc, ça va pas bien cicatriser. OK? Ou même avant la frénectomie, si bébé reste tout le temps dans son maxi-cosy, on va avoir du mal à rééduquer la langue. On va déjà avoir du mal à habituer bébé à mettre sa langue au-dessus. OK? Donc, tout ce qui est maxi-cosy, les fauteuils pour bébé, il va vraiment falloir favoriser, donc vraiment, l'extension de la tête. Et comment est-ce qu'on peut favoriser l'extension de la tête chez un bébé? Eh bien, pour ça, ça va vraiment essayer en journée, de mettre un maximum votre bébé sur le ventre. Je dis en journée, parce que c'est en votre présence, évidemment, d'accord? Donc, pour diminuer le risque du syndrome de la mort subite, évidemment, on met le bébé sur le dos, d'accord? Ça, on ne met pas ça en question, ça c'est très clair. Par contre, en journée, quand vous êtes avec votre bébé, que vous êtes réveillé, eh bien, l'idéal, c'est vraiment de mettre bébé sur son ventre, ok? Sur une surface bien dure, enfin, une surface bien dure, une surface stable, ok? De le mettre sur le ventre en journée, en votre présence. Parce que cette position du bébé sur le ventre va favoriser son extension de la tête. C'est un réflexe. Il va spontanément se mettre, voilà, même s'il dort, ça veut dire qu'il va dormir, voilà, légèrement avec sa tête sur le côté. Mais au moins, il a son menton, il a sa tête en extension. Il ne va pas dormir comme ça sur le ventre. Il va dormir comme ceci. OK, donc tout de suite, on travaille l'élévation postérieure de la langue. Et en plus de ça, bébé, il fait tous des étirements au niveau de son cou, au niveau de sa mâchoire, pour vraiment relâcher toutes les tensions qu'il y a au niveau de son plancher de la bouche et également au niveau de son cou et de l'ossioïde. OK?
Donc voilà, donc en journée sur une surface dure, en présence, en votre présence. Voilà, si possible, mettre bébé sur le ventre. Alors, faire du tummy time, c'est faire ce qu'on appelle faire du tummy time. Il n'y a pas que simplement sur un matelas en votre présence en journée. Non, faire du tummy time, c'est également prendre votre bébé comme ceci et faire la sieste avec lui et mettre votre bébé en peau à peau. Voilà, c'est pareil. Bébé, en fait, dans cette position-là, spontanément, il met sa tête en extension. Ok, donc ça va vraiment être de favoriser un maximum toutes ces positions qui permettent à bébé de relever sa tête. Alors, durant ces périodes de tummy time aussi, ben, ça va vraiment. Alors, bébé peut dormir sur vous, mais quand bébé est réveillé, vous pouvez l'appeler et vraiment faire les yeux dans les yeux de l'appeler pour vraiment essayer de le stimuler à monter de plus en plus sa tête. Ok? Bon, voilà. Maintenant, le tummy time, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Là, je vous montre quelques, entre guillemets, rapidement, peut-être un peu trop rapidement, mais voilà. Le pourquoi du comment, c'est important. Donc, allez vous renseigner sur le tummy time, sur ce que c'est exactement. Voilà, mais c'est clair que le tummy time, on le recommande de faire plusieurs sessions par jour dès la naissance. Je préfère que ce soit 1 minute 6 fois par jour qu'une fois 20 minutes. Ok, donc la répétition est vraiment très très importante. Une manière super facile de faire du tummy time pendant 1 minute ou 2, plusieurs fois par jour. À nouveau, chaque fois que vous changez le pampers de votre bébé, vous le mettez 1 ou 2 minutes sur son ventre, vous lui faites des gazou-gazou, les yeux dans les yeux, et vous avez votre session de tummy time. Ok, et là, vous faites une prévention absolument extraordinaire pour muscler toute sa ligne postéromédiane, toute sa ligne antéromédiane, et pour vraiment travailler l'extension de la tête, et donc du coup, l'extension postérieure de la langue. Vous allez également relâcher ces tensions au niveau du cou parce qu'il va faire des étirements naturels. C'est juste extraordinaire. Ok, une manière de faire du tummy time également, ben voilà, c'est d'utiliser ceci, l'écharpe de portage. Si vous mettez votre bébé en portage, avec une écharpe physiologique, bien sûr. Ok. Donc, l'écharpe, elle va vraiment arriver, si elle est bien mise, elle arrive vraiment à la base de son cou. Et comme ça, bébé, il peut mettre sa tête un peu en arrière. Et sa tête peut pencher un petit peu en arrière. Et c'est très, très bien. D'accord? Donc, évidemment, l'écharpe, elle est quand même, elle est serrée, hein. Ok? C'est pas une écharpe complètement. Voilà, vous serrez votre écharpe comme d'habitude. Mais l'idée, ce n'est pas de coller bébé contre vous. Enfin, évidemment, il va dormir contre vous, mais généralement, ils se mettent un petit peu sur le côté comme ceci. Hop! Et donc, ils ont leur tête légèrement en extension. Ou bien, ils peuvent faire quelques étirements. Vous pouvez vraiment, voilà, lui proposer de mettre sa tête légèrement en arrière. Évidemment, vous soutenez sa tête. Hein. Si vous devez marcher, si vous devez faire des choses, vous soutenez sa tête. Mais en fait, c'est très important que les bébés fassent voilà, des étirements ici au niveau du cou. Et en fait, ça s'appelle le guppy. Bon, voilà, ici aux États-Unis, ils appellent ça le guppy. Le guppy, c'est un poisson. Parce que voilà, je sais pas pourquoi ils disent que c'est le poisson qui a cette position-là, un des bébés poissons. Bref, peu importe. Mais donc voilà, au moins cette position, elle travaille l'élévation postérieure de la langue. Elle travaille des étirements au niveau du plancher de la bouche, au niveau du cou, au niveau de l'osloïde. Et vous pouvez même, quand bébé est en position guppy, la tête en extension comme ceci, même aller faire des massages comme ceci. D'un côté, de l'autre, vous pouvez vraiment aller masser et étirer tous les muscles au niveau du cou et du plancher de la bouche. Ok? Donc voilà, tummy time. Alors, un bébé qui est en écharpe de portage et vous lui faites des gazou-gazou en le regardant droit dans les yeux, c'est une période de tummy time. C'est du tummy time. Le bébé, il est actif dans l'écharpe de portage physiologique. Il est tout à fait actif. Donc, c'est du tummy time. Voilà, du tummy time, il y a plein de manières, plein de manières de faire du tummy time. Je viens de vous en expliquer l'une ou l'autre. Je vous ai dit, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais donc tout ça pour dire l'importance du tummy time. Je viens de vous le dire également, l'importance du guppy. Donc, par exemple, quand vous prenez bébé dans vos bras, souvent on a tendance à les mettre en petites boules et vraiment à bien protéger leur tête comme ceci, etc. Ah ben, en fait, moi, je vous invite vraiment à laisser pendre la tête de votre bébé vers l'arrière. Pour de nouveau étirer tous ces muscles, favoriser l'élévation postérieure de la langue, et donc vous allez favoriser le suivi post-phrénectomie. Vous allez favoriser vraiment une belle cicatrisation du diamant sans réattachement. Ok? Donc vraiment, voilà, bébé peut vraiment avoir sa tête en arrière. C'est super, ça étire tout son plancher de la bouche, tous les muscles de son cou.
Et donc vraiment, cette position guppy est très très importante aussi. Donc voilà, donc pendant la journée, vraiment l'idée c'est d'alterner toutes ces positions, que ce soit l'écharpe de portage, que ce soit votre bébé dans les bras avec la tête qui penche un petit peu, que ce soit faire une sieste avec lui en peau à peau, en tummy time. Vous pouvez le déposer un petit peu sur le ventre en votre présence, d'accord? Donc voilà, tout ça c'est vraiment très très important dans le suivi. Ah, j'ai Instagram qui vient de se couper, mais ah non, voilà, ça va se reconnecter. Voilà, c'est bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc tout ça est très très important. Alors, quoi d'autre aussi? Une dernière chose très importante, c'est quand vous allez allaiter bébé. Quand vous allez allaiter bébé, ça va être également très important de favoriser l'extension en arrière de la tête pour que la partie postérieure de la langue puisse travailler comme il faut. De nouveau, si vous essayez de mettre pour vous de boire un verre d'eau avec la tête qui est comme ceci, ça va être super compliqué. Tandis que si vous mettez votre tête légèrement en extension, au moment où vous allez avaler, ça va être beaucoup plus facile et vous allez mieux faire travailler la partie postérieure de votre langue et c'est elle qui est censée travailler quand vous mangez, quand vous déglutissez. D'accord? Alors, ça veut dire que quand bébé est au sein, une manière géniale de favoriser cette belle position de la tête, eh bien, c'est que quand vous vous asseyez dans un fauteuil, c'est de vous mettre un petit peu plus vers l'arrière. OK? Et soit vous mettez bébé bien droit comme ceci, ou soit vous la mettez en position naturelle de l'allaitement. Et en fait, ces positions-là, quand vous vous inclinez légèrement vers l'arrière, eh bien, bébé, en fait, c'est un petit peu comme s'il était en tummy time, et donc, spontanément, il va mettre sa tête en extension. D'accord? Ou bien, bon, au moment où vous l'allaitez, en tout cas, bien faire attention à, voilà, vraiment à redresser sa petite tête vers l'arrière pour vraiment avoir une belle extension de la tête, pour vraiment favoriser un bon travail de la partie postérieure de la langue. Donc voilà, voilà pour les exercices. Donc voilà, donc vraiment je voulais reprendre l'importance de faire tous ces exercices. Et alors bon, il y en a encore plein d'autres à faire. Hein. Des massages sur le visage, des exercices de mobilisation des hanches, enfin bref, tout ça a de l'importance dans le suivi pré- et post-phrénectomie. Mais si déjà vous vous contentez de cela, c'est déjà vraiment pas mal du tout. Alors, il ne faut pas y passer des heures, hein, c'est vraiment, ça prend quelques secondes, hein, je n'y passe pas des heures, je fais pas ça toute la journée, pas du tout. Mais c'est important d'être régulier, de le faire très souvent, un tout petit peu, en fait. C'est ça qui est très important. OK? Donc vraiment, voilà, l'importance de bien travailler tous ces exercices bien avant la phrénectomie et d'être sûr que maman et bébé soient à l'aise avec ces exercices avant de faire la phrénectomie et être bien sûr que bébé n'ait pas des troubles de l'hypersensoralité. Sinon, on va faire pire que bien en mettant la phrénectomie trop tôt. Donc voilà, les exercices de quand bébé dort pour l'élévation postérieure de la langue, en vague, ou bien le crochet pour vraiment aller enlever les tensions musculaires au niveau du plancher de la bouche. Pensez également au tummy time, au guppy, et à une bonne position au sein. Voilà, à une bonne position au sein avec un bébé qui a bien sa tête en extension, et donc pour ça, favoriser la position naturelle de l'allaitement qui instinctivement, grâce au réflexe archaïque du bébé, eh bien, bébé va se positionner. En tout cas, ça va l'inviter à se positionner correctement au sein avec sa tête légèrement en extension comme elle doit être. Donc voilà. Alors, je vais regarder vos questions. Oui, j'ai quelques questions ici. Alors, bonjour. Pas plus tard, est-ce que 16 mois l'est ou trop tôt? Alors, il n'y a pas de bon âge ou de mauvais âge pour faire une phrénectomie. C'est l'importance, toute l'importance est dans la préparation. Donc, pour moi, c'est peu importe l'âge du bébé. Alors, c'est certain que plus le bébé est grand, plus ça va être important qu'il soit à l'aise avec les exercices. Au moment où le bébé est dans la diversification alimentaire, il est en pleine découverte de l'oralité. Et donc, le fait d'aller faire une phrénectomie sans aucune préparation ou sans désensibilisation s'il y a une hypersensoralité, bien évidemment, on va faire pire que bien. Donc, chez les enfants un petit peu plus grands, chez les bébés un peu plus grands, tout est possible. On peut enlever le frein, c'est pas du tout un problème, mais il faut faire très très attention à être bien suivi avant la phrénectomie. Et si, alors je sais pas quel est ton prénom, vu que visiblement c'est un surnom que tu as. Donc si
tu fais une frénectomie sans aucune préparation, là, on risque vraiment de faire capoter absolument tout. Par contre, si le bébé est très bien préparé, peu importe l'âge, qu'il a été très bien suivi, alors on peut avoir des très très belles réussites en faisant une frénectomie, peu importe l'âge. Voilà, il faut vraiment juste s'assurer qu'à cet âge-là, il n'y ait pas un trouble de l'hypersensorialité. Et donc, si oui, même à léger degré, hein, peu importe, prendre le temps d'abord de traiter ce trouble-là avant d'aller faire une frénectomie. Ça va être vraiment super important. Et bien se dire qu'il n'y a pas de limite dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a des bébés qui vont avoir un tout petit trouble de l'hypersensorialité et donc du coup, la prise en charge avant la frénectomie va être relativement courte. Il y a des bébés qui vont avoir des gros troubles de l'hypersensorialité chez qui la prise en charge va devoir être beaucoup plus grande et longue chez ces bébés avant de faire la frénectomie. Donc ça, c'est juste très important à bien comprendre. Et c'est le plus difficile, en fait, c'est de se dire, mais tiens, quel est le meilleur moment pour faire la frénectomie pour mon bébé ou pour mon enfant qui est plus grand? Et c'est ça, en fait, la plus grande difficulté pour moi dans cette prise en charge des freins restrictifs buccaux chez les bébés. C'est vraiment le quand de la frénectomie, quand est-ce que l'enfant est prêt et où le bébé est prêt, et les parents aussi. Parce qu'évidemment, c'est les parents qui vont devoir faire, c'est vous, les parents, qui allez devoir faire les exercices. Et donc, c'est clair qu'il faut que vous soyez à l'aise aussi. Et tant que les parents ne sont pas à l'aise, moi, je préfère retarder la frénectomie pour être sûr que le résultat après la frénectomie soit OK, en fait. Donc, voilà. Alors, voilà, j'espère que je réponds à la question. Je vais voir s'il y a d'autres questions ici. Super intéressant, dommage que j'arrive en cours de route. J'aurais bien aimé que certains de mes abonnés voient ça aussi. Mais normalement, alors c'est J'allaite mon bébé. Tu peux revoir le début du live de la vidéo. Donc voilà, et tu peux partager cette vidéo normalement à tes abonnés. Donc voilà, je suis aussi en live sur Facebook. Donc si jamais la vidéo, en tout cas, je sais que sur Facebook, elle peut être revue. Donc voilà. Je regarde s'il y a d'autres questions. Non, voilà, je pense que c'est bon. Voilà, ça c'était bon. Voilà, c'est pas un live très long. Encore une question. Merci pour l'explication. J'ai une question concernant le jour de la frénectomie. J'ai peur que mon bébé soit complètement effrayé et ne se laisse pas faire le jour J. Si le praticien force, ça lui fera mal. Alors, c'est pour ça, en fait, Audrey, que les exercices pré-frénectomie sont très, très importants. C'est pour ça que c'est important que ton bébé se sente à l'aise avec les exercices que tu vas lui faire avant. Et à ce moment-là, alors c'est certain que oui, bébé va avoir peur lors de la frénectomie parce qu'il va avoir un truc dans sa bouche, il va entendre du bruit, donc il ne faut pas se leurrer. Oui, les bébés ont peur au moment même, ça c'est certain. Est-ce qu'ils ont mal? Non. Non, pourquoi? Parce que, en tout cas, alors maintenant, ça dépend de la manière dont c'est fait, je suis bien d'accord. Mais en tout cas, dans les 2 cabinets avec qui je travaille, les bébés ont une petite anesthésie locale. Donc, ils mettent une petite crème qui anesthésie localement, voilà. Et donc, non, ça ne fait pas mal. Moi, j'ai moi-même eu une frénectomie. Mon fils, qui avait pile 4 ans, a eu une frénectomie. Alors, en tant qu'adulte, comme les freins sont beaucoup plus gros et que parfois on met des points de suture, ben là, on fait une anesthésie locale avec une piqûre. On n'a rien senti. Mon fils de 4 ans, ça ne lui a absolument pas posé problème du tout. Nous n'avons absolument pas eu mal. Mais donc, c'est la même chose pour le bébé parce qu'il y a eu une petite anesthésie locale avec une petite crème, d'accord? On fait pas de piqûre, c'est trop petit. Le geste est tellement rapide aussi chez les bébés, est beaucoup plus rapide chez les bébés. Donc, ça ne fait pas mal parce que voilà, tout a été pris en charge avant pour que ça ne fasse pas mal. Mais oui, ils sont stressés et oui, ils vont pleurer parce que c'est impressionnant d'avoir un truc dans sa bouche. Mais donc, c'est pour ça l'importance de bien leur expliquer avant, même si ce ne sont que des bébés et qu'on a l'impression qu'ils ne comprennent pas, si ils comprennent beaucoup de choses, et de bien pratiquer les exercices avant pour que après, le bébé pense toujours qu'on fasse, c'est un jeu, on fait ça sous forme de jeu. Donc ça, c'est vraiment très très important. Donc voilà, donc vraiment les bébés qui n'acceptent plus les exercices post-frénectomie, c'est les bébés chez qui on a loupé un trouble de l'hypersensorialité, chez qui on n'a pas fait suffisamment les exercices ou suffisamment longtemps, chez qui peut-être le dentiste ou l'ORL a tout de suite donné un rendez-vous sans avoir pratiqué les exercices avant. Voilà, chez ces bébés-là, c'est qu'il y a à un moment donné, au niveau de la prise en charge, pour moi, il y a quelque chose qui n'a pas été suffisante. Donc voilà. Mais si la prise en charge est bonne, que les exercices ont été pratiqués longtemps, que l'enfant accepte bien les exercices, qu'on a fait la frénectomie au bon moment,
le bébé, il n'y a pas de problème. Il reprendra les exercices post-phrénectomie comme un jeu, comme tu le faisais avant. Donc voilà, donc d'où l'importance du rituel, des massages sur le visage, de prévenir l'enfant quand tu fais les exercices et tu verras qu'après, ça se passera très, très bien. Mais pour ça, voilà, il faut le pratiquer, il faut le faire, le refaire plusieurs fois par jour. Des très courtes sessions, mais plusieurs fois par jour. Et puis à un moment donné, bébé, tu vas lui faire ses massages, il va ouvrir la bouche tout seul. Et voilà, il va ouvrir la bouche tout seul, il va monter sa langue, tu n'auras plus qu'à mettre tes doigts et tu n'auras plus qu'à masser. Mais ça demande de la répétition, ça demande de la patience et ça demande de la pratique. Et ça demande de ne pas aller trop vite au niveau de la phrénectomie, au niveau de l'acte lui-même. Donc voilà. Je regarde. Super, merci beaucoup. Et une fréno à 8 mois, ce n'est pas trop tard. Donc non, ce n'est pas trop tard si... si tout ce que je viens de dire a été respecté en fait, si la prise en charge pré-phrénectomie a été bonne, qu'on ne passe pas à côté d'un trouble de l'hypersensorialité ou bien qu'on s'est dit tiens, il y a un trouble de l'hypersensorialité chez ce bébé-là, eh bien d'abord, avant tout, on va d'abord retravailler ce trouble-là, le traiter et puis après on fera la phrénectomie un petit peu plus tard, peut-être 1 mois plus tard, peut-être 2 mois plus tard, je ne sais pas, on verra quand le bébé sera prêt et on ne sait jamais le dire à l'avance. Donc voilà, c'est jamais trop tard pour faire une phrénectomie. Une des dentistes avec qui je travaille, elle a fait une phrénectomie à une dame de 60 ou 70 ans, il est jamais trop tard pour le faire. Voilà, simplement, c'est vrai que chez les bébés un peu plus grands, chez les enfants qui sont en pleine découverte, pleine découverte de la diversification alimentaire, il faut être très prudent de faire en sorte que, en effet, comme tu dis, de ne pas traumatiser le bébé, de ne pas traumatiser le plus grand bébé, et voilà, de faire en sorte de bien le préparer. Pour moi, c'est le plus important. Bon, voilà, j'espère. Je regarde s'il y a d'autres. Non, il n'y a pas d'autres questions. Bon, voilà, de toute façon, si vous avez d'autres questions par rapport à ce live, vous continuez à me les mettre en commentaire. Et dites-vous bien que je veux vraiment terminer par ça, que c'est vraiment important d'avoir un bon suivi avant et après. Quoi qu'il arrive, il faut vous faire aider par quelqu'un qui s'y connaît. Il ne faut pas juste regarder une vidéo, il ne faut pas juste regarder ce live et se dire « Ok, c'est bon, j'ai compris, je vais prendre rendez-vous pour la phrénectomie dans X temps et je serai prête. » Non, faites-vous montrer ces exercices par un professionnel de la santé. Faites-les avec quelqu'un qui a l'habitude de les faire. Voilà, allez plus loin que de regarder juste un live, que de regarder juste une vidéo sur Internet. C'est vraiment très, très important à mon sens. Donc voilà, alors comment caractériser les troubles de l'hypersensorialité? Ben voilà, ça il faut vraiment voir avec un professionnel. C'est un bébé par exemple qui a un gag réflexe trop fort, donc c'est-à-dire que dès qu'on lui touche les lèvres ou dès qu'on lui touche la langue, dès qu'on lui touche le palais, eh bien en fait il va faire signe de vomir, ou bien il va carrément vomir, ou bien il va juste crier parce qu'il va pas supporter qu'on le touche. Donc ça, ce sont des signes de l'hypersensorialité chez les bébés. J'ai écrit un article avec une logopède spécialisée sur le sujet qui va bientôt sortir dans les prochains jours. Donc voilà, on saura un petit peu plus là-dessus, Tamara, par rapport à ces troubles de l'hypersensorialité. Donc combien de temps je préconise de faire des exercices avant une phrénectomie? Je préconise pas un temps précis. Je préconise que le bébé soit prêt. Et quand on voit que le bébé accepte les exercices et a une belle élévation postérieure de la langue, ou en tout cas est déjà capable en minimum de monter sa langue, à ce moment-là, on peut se dire qu'il peut avoir sa phrénectomie. Mais il y a des bébés qui vont être prêts très rapidement et des bébés chez qui ça va prendre un temps fou. Donc, il n'y a pas de ligne de conduite tout droite, il n'y a pas de guideline par rapport à ça. C'est vraiment une observation faite par des professionnels de la santé qui s'y connaissent. Alors Norben, je suis à Houston en fait, donc voilà, je ne fais plus de consultation pour l'instant parce que je viens de donner naissance à une petite louloute qui a maintenant 1 mois, et maintenant surtout je forme les professionnels de la santé en Belgique, en France et au Luxembourg. Donc voilà. Donc voilà, je suis donc entre Houston et la Belgique et la France. Donc voilà, ça dépend un petit peu. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Donc voilà. Voilà, mais je pense que je vais m'arrêter là. Et comme je vous l'ai dit, ben voilà, mettez vos questions, n'hésitez pas. Et de toute façon, je vous ferai d'autres lives. Mais comme je vous l'ai dit, ne vous arrêtez pas à ce live, ne vous arrêtez pas à une vidéo. Faites-vous conseiller et suivre par quelqu'un qui s'y connaît. Je pense que c'est vraiment le plus important.
Voilà, bon, mais je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi en fonction de d'où vous me suivez. Et je vous dis à très bientôt pour plus d'informations. Et si vous avez aimé ce live, n'hésitez pas, je serai en France, en Belgique et au Luxembourg en juillet et au mois d'août pour former les professionnels de la santé, donc doula, sage-femme, ORL, dentiste, médecin généraliste, pédiatre, chiropracteur, ostéopathe, orthophoniste, logopède, vraiment sur ce sujet qui me passionne et dont je me forme encore toujours aux États-Unis. Donc voilà, si vous avez aimé ce live, si vous êtes un professionnel de la santé, n'hésitez pas à vous inscrire. Il reste de la place pour la France. En Belgique, il me reste quelques places et Luxembourg, c'est complet. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager les informations sur mes formations aux sages-femmes, aux doulas, aux professionnels de la santé que vous connaissez. Pour que voilà, ils puissent, s'ils le souhaitent, s'inscrire à l'une de ces formations. Bon voilà, moi j'ai ma louloute qui m'appelle, donc je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt.